Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Business Challenge. Pour ce numéro de Business Challenge, nous nous intéressons à un phénomène en vogue à Niamey, dans notre capitale. Il s'agit du développement du commerce moderne ou bien de la grande distribution. Mini-market, hypermarché, enseignes de technologie, showroom, informatique, autant de commerces qui se développent aujourd'hui dans notre capitale à Niamey. Alors, qui se cache derrière ces enseignes? Comment fonctionnent ces commerces? Quelle est leur contribution dans l'économie nationale? Vous suivrez avec nous un reportage de Abdoulaye Mato et de Seydou Soleil. Le commentaire est signé Hassana Assaou. Nous recevons en studio pour commenter et apporter des éclairages sur ce reportage le directeur du cabinet Sidi Stratégie. Sidi Stratégie, un cabinet spécialisé dans le métier du commerce, notamment dans le conseil et la formation de la force de vente, mais aussi dans l'accompagnement en import-export. Après ces éléments de reportage et les éclairages, nous passerons à la page décryptage de l'actualité économique autour de l'actualité économique liée au secteur de la grande distribution en Afrique et dans le monde. Puis, je vous donnerai rendez-vous dans notre page RSE où nous parlerons de la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de Business Challenge et je vous donne rendez-vous une autre semaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Ils sont coréens, libanais, nigériens, syriens et turcs. Ils investissent à Niamey et sont des acteurs du commerce moderne de produits de grande consommation, appelé également grande distribution. Un commerce moderne dont le développement au galop engendre aujourd'hui une transformation de la ville de Niamey, en améliorant à la fois la coquetterie et la vivacité de la capitale du Niger. Pourtant, il y a encore quelques années à Niamey, la filière du commerce moderne était encore embryonnaire et ne ciblait qu'une petite clientèle composée essentiellement d'expatriés. Écoutons le rappel historique que nous propose Cheikh Ahmed qui exerce le métier de commerce à Niamey depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y a que presque 3 magasins. Dans tout Niamey, les gens ils quittent Harubanda, ils quittent Yantala, ils quittent Kouarakano pour venir au grand marché. Il y avait Chouki, après il y avait Score, l'ancien, pas actuellement. Et moi, je faisais le commerce à côté. Et à côté d'Igen, j'ai resté là-bas pendant longtemps, c'est ça mon travail que je fais. J'avais une boutique. La majorité des acteurs de ces supermarchés, mini-markets et commerces de proximité considèrent qu'investir dans le commerce moderne à Niamey est aujourd'hui un choix judicieux. Il y a une classe moyenne émergente, composée de cadres nigériens et d'expatriés. Cette classe moyenne constitue la clientèle des enseignes du commerce moderne à Niamey. En plus des particuliers, le commerce moderne compte aussi tirer profit des effets d'entraînement liés au développement des autres secteurs économiques, l'hôtellerie, le tourisme, l'industrie. Selon les acteurs de la filière, la clientèle est de plus en plus exigeante et se préoccupe plus du standing des lieux et de la qualité des produits et services offerts. Marina Market s'est implanté depuis 2005, donc ça fait 9 ans de cela, 2005-2014, oui. Ça marche très bien parce que je me rappelle au moment où ils ont commencé, la boutique n'est même pas comme ça. Au fur et à mesure, et c'était en 2008, ça n'a même pas fait 3 ans de cela lorsqu'ils ont élargi la boutique, ce qui veut dire que ça marche. Et dans tous les côtés, les choses ne font que se multiplier. Quand vous dites dans tous les côtés, ça veut dire quoi? Les agents, les produits, ainsi que les arrivages aussi. De tous les côtés, vraiment, ça ne fait qu'augmenter. Oui. Vous avez installé ici l'an 2012 décembre. Notre motif que venir ici, nous avons attendu la chose, le pays Niger en tant que développé. C'est ça que nous avons venu introduire dans notre société. Nous avons amené le produit, la gamme de qualité, la première qualité pour l'introduire, servir le monde de la Niger. Une qualité. Notre motif, c'est premièrement introduire la qualité. Que les gens qui comprennent pour l'évolution, c'est ça qui est le plus important, que nous avons évolué avec la Niger. Et aujourd'hui, comment se portent les affaires? Est-ce que ça marche comme vous l'avez souhaité? Quelles étaient vos prévisions quand vous êtes venu au Niger? Oui, c'est petit à petit, en tant que marché,
Et puis comme je vous ai dit, ça, le pays il est en train de développer. Jusqu'à présent, beaucoup de monde se passe sur la courant, elle qui ne comprend pas la qualité qui est importante, plus que la quantité. Plus que le prix, est-ce qu'aujourd'hui... Plus que le prix, oui, c'est le prix, oui, c'est la... Peut-être, vous avez là, il y en a plusieurs marchandises disponibles partout. C'est nécessaire que la LG qui produit partout, c'est globalement une seule qualité. Il n'y en a pas de duplicat ou bien des qualités. Non, notre motif, que le service et la qualité et le prix efficace. C'était le 20-12-2012, l'ouverture du supermarché Baclini, ici, le nouveau Baclini. Avant, c'était de l'autre côté. Bon, c'est un nom de famille, Baclini. Et voilà. Ça vient d'où, ces noms de famille? Ça vient du Liban. Bon, tout le monde sait que les Libanais, eux, là, ils sont nés dans le commerce. Donc voilà, c'est que toutes sortes de commerces, on est prêt pour ça. Okay. Toujours on est dedans. Okay. Ça va en tout cas. Ça va? Bon, on ne peut pas dire qu'on est les meilleurs ou bien on est bon. On est satisfait. Okay. Alors, le commerce moderne est-il vraiment un pari gagnant pour tous les acteurs qui s'y investissent? La clientèle cible, que sont les cadres du public et du privé, a-t-elle atteint une masse critique pour permettre une rentabilité du business? Au niveau des hypermarchés, on estime que malgré une concurrence de plus en plus accentuée par l'arrivée de nouveaux acteurs, le marché est encore porteur. À Marina Market, tout comme chez le Libanais Baclini, les responsables expliquent que l'afflux de la clientèle est satisfaisante, même durant les jours ouvrables. Le pic est atteint durant les week-ends. Mais lorsqu'on les interroge sur les chiffres d'affaires ou l'estimation de leurs ventes journalières, les responsables des enseignes restent muets ou évasifs. Vous recevez en moyenne combien de clients par jour? Bon, une centaine de clients, on peut dire, sauf les week-ends. Les week-ends, c'est un peu plus. Les gens visitent plus les week-ends? Ouais, okay. Vendredi, samedi. On a plein de clients, surtout les après-midi. Tout à l'heure, on parle de la concurrence. Oui. On sait que de plus en plus, il y a des supermarchés qui ouvrent à Niamey. Oui. Est-ce que cela a un impact sur vous en tant que Marina? Pour l'instant, on ne voit pas un impact parce que c'est ce que je vous ai dit là auparavant. Nous, on a débuté, on a nos bonnes marchandises, on a nos prix qui sont abordables et on ne fait que cumuler les clients ici. Même s'il y a les supermarchés partout, ça n'empêche pas notre recette ici, ça ne fait rien pour nous. Et en moyenne, vous avez combien de clients qui visitent? Pas mal. On peut avoir 100 jusqu'à autant de ça parce que c'est d'après les parkings qu'on sache les clients qui viennent. Des fois, on aura même des gens qui vont garer jusqu'à la BRS, tellement qu'il y a la clientèle ici. Oui, vraiment, on a la clientèle quand même. Les Nigériens viennent bien même. C'est les Nigériens même qui viennent plus que les étrangers même. Oui, les Nigériens qui consomment nos produits plus que les étrangers. Toutefois, pour davantage tirer leur épingle du jeu, certains hypermarchés se limitent pas seulement à la vente en détail. Ils misent également sur la vente en gros. Il y a les commerçants pour la vente en gros qui viennent payer des choses. Et il y a aussi les fonctionnaires. C'est dans tous les secteurs vraiment qu'on cumule des gens nigériens qui viennent faire leurs achats ici. Mais la stratégie est toute différente pour les mini-markets. Pour cela, en plus de la modernisation du service et de la qualité du produit, leur autre carte gagnante, c'est la proximité. Aujourd'hui, chaque quartier, il a sa boutique. Et les gens ils ne vont plus se déplacer spécialement jusqu'au grand marché pour chercher une boîte de lait ou pour chercher des sucres ou chercher quelque chose. Actuellement, c'est pour cela que partout maintenant, il y a des magasins. Et c'est ça qui fait les changements qu'aujourd'hui, même nous, on a choisi cet endroit pour qu'on sait que dans peu de temps encore, il y aura avec quoi quand même vivre. Voilà. Et ça, avec mes relations, et vraiment les gens ils sont contents. Depuis que je suis venu ici. Les gens qui viennent vous voir, ils viennent d'où? Il y a d'autres qui sont au Carcano, quartier Abidjan, Dar es Salaam, il y a tout, dans tous les quartiers. Les gens du quartier? Oui, aussi dans la cité, ils sortent pour venir acheter. Oui, du market, oui. Au niveau des enseignes d'électroménager et de technologie informatique, de toute évidence, les choses semblent être moins faciles, notamment du fait de
la très forte concurrence du circuit parallèle et de l'importation venant des pays comme la Chine. Toutefois, malgré la situation actuelle des segments électroménagers, les responsables se disent optimistes quant à l'évolution du marché de la ville de Niamey, tout comme le reste du pays. Et pour attirer leurs clients cibles, les enseignes comme LG et Sharp qui se sont implantées récemment au Niger mettent déjà au point des stratégies innovantes qui peuvent s'avérer gagnantes. Les ingrédients de ces stratégies sont communication axée sur la qualité et la fiabilité de leurs produits, l'offre d'un service après-vente et une garantie sur les produits jusqu'à plusieurs mois. Pour tenter de briser la barrière prix qu'ils pratiquent, les enseignes explorent de plus en plus les voies de facilité de paiement. Comme il y en a beaucoup de fonctionnaires, ici, c'est ça la banque qui accorde le crédit, c'est ça la facilité, tout le monde. Comme ça, tout le monde, il y en a l'argent disponible. Quand nous avons une convention avec la banque, ça sera la facilité que vous achetez la marchandise avec le temps, comme vous avez un an. Nous avons une convention avec la Banque Atlantique et puis nous avons commencé BOA. Donc, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans la phase plateau de notre émission Business Challenge. Je suis avec Ali Zada, qui est le directeur du cabinet Sudi Stratégie. Sudi Stratégie, un cabinet spécialisé dans le métier du commerce, dans le métier du conseil et le métier de l'import-export. Monsieur Zada, bonjour. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons suivi le premier élément du reportage qui parle du développement de la grande distribution à Niamey. J'aimerais savoir, vous, en tant qu'expert, en tant qu'analyste de ce secteur-là, quel est aujourd'hui le regard que vous portez sur cette dynamique de la grande distribution à Niamey? Merci, Cédric, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur un sujet aussi intéressant. C'est vrai, quand on regarde notre paysage urbain, avec la prolifération des enseignes, des magasins, des épiceries, de la publicité, donc, on voit effectivement que quelque part la consommation est en train de bouger, la consommation est en train de prendre donc, de nouvelles formes, de nouveaux comportements en termes donc, de comportement des consommateurs. Et cela, logiquement, on pourrait se dire que c'est les effets de la croissance, c'est les effets donc, des changements de mode de vie. Et peut-être qu'il doit falloir juste s'en réjouir et poser les vraies questions que cela devrait induire sur l'économie, sur la valeur ajoutée à l'économie notamment, sur peut-être la santé des consommateurs, parce que c'est porteur de grands défis. Quand même, la plupart des produits sont importés. Peut-être que la question de la traçabilité peut se poser. Mais bien sûr, avant de rentrer dans ce détail-là, vous avez parlé de la valeur ajoutée. Alors, nous, ce que nous avons remarqué sur le terrain, on se rend compte quand même que les grandes enseignes qui s'intéressent au Niger sont des enseignes étrangères. Alors, vous avez les Turcs qui sont en train de s'implanter avec un grand restaurant qui offre plusieurs autres services. Vous avez des enseignes comme Haddad, vous avez les Libanais Baklini et les Nigériens que nous avons pu rencontrer. Nous les avons rencontrés plutôt dans les quartiers. Ils appellent ce qu'ils font comme étant du commerce de proximité. Alors, quelle analyse on peut porter ça sur cet aspect aussi? Pourquoi il n'y a pas de grandes enseignes avec des capitaux nationaux, par exemple? Bon, certainement, je pense qu'à l'heure actuelle, eu égard à cette configuration, il est difficile aujourd'hui que les grandes enseignes viennent s'installer. Compte tenu du fait que, de par l'initiative des Nigériens eux-mêmes, ce qu'il faut saluer, donc cette distribution de proximité-là retient forcément une certaine clientèle qui n'a pas besoin peut-être d'aller vers les grandes surfaces. Vous avez aussi, à côté donc, des épiceries du quartier, vous avez toutes les stations-service qui distribuent aussi. Et donc, sur un marché assez étriqué, comme il faut le dire, on ne peut pas distribuer dans les quartiers, distribuer dans les stations-service, distribuer donc dans certaines grandes surfaces et puis espérer voir émerger des grandes enseignes. Je pense que ça, c'est un effet très positif parce qu'aujourd'hui, même en Occident, les grandes enseignes posent des problèmes. Les grandes enseignes étouffent
avec une politique de prix qui n'arrange pas et les producteurs, qui n'arrange pas et les petites épiceries. Donc aujourd'hui, le fait que certains Nigériens ont eu le réflexe donc, de s'intéresser au secteur, d'investir dans les quartiers, d'investir dans les stations-service, donc quelque part ça évite les concentrations qui sont nuisibles donc, au développement du plus grand nombre. Okay. En un mot, donc, vous voyez la proximité pourrait être quelque chose à encourager. Absolument, il faut l'encourager. Ça rend ce service de proximité. On n'a pas besoin de prendre sa voiture, aller, comme l'a dit un des présentateurs, qui a fait son chemin à Niamey, qu'il faut saluer, qui est encore donc... Il nous disait qu'il y a 30 ans, bon, il y a juste quelques trois commerces importants à Niamey et qu'aujourd'hui tout a changé. Il faut vraiment les féliciter. C'est un magasin que tout le monde connaît à Niamey, en face de Ligane. Il faut le féliciter. Mais justement, il y a aussi quand même s'il y a la proximité, on se rend compte quand même qu'il y a un effort de modernisation. Parce que quand vous regardez les nouveaux mini-markets surtout qui ouvrent dans les différents quartiers, on voit quand même que leur façon de ranger, leur façon d'exposer, et même l'infrastructure qu'ils essaient de mettre en place est assez moderne. La question de l'investissement vient. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, parce que c'est des investisseurs aussi, est-ce que vous avez une idée de comment ils sont accompagnés dans leur démarche d'investisseurs? Est-ce qu'ils ont l'appui du système financier, des banques de la place, par exemple? Dans la distribution, dans la grande distribution, vous avez certaines pratiques, effectivement. Vous avez des financements traditionnels, formels, avec une banque locale, ça c'est fait. Mais bien souvent, certaines nationalités que vous venez de citer, donc notamment peut-être les Libanais et les Turcs, souvent viennent avec des appuis nationaux de chez eux, ou des réseaux formés chez eux, en dehors donc, du système étatique. Ou bien le système aussi peut financer. Et il est bien dommage que peut-être que nous, dans nos approches de l'exportation, nous n'ayons pas encore ce genre de stratégie. Sinon, les communautés nationales immigrées participent à la stratégie. Si vous devez peut-être, vous avez envie donc d'exporter votre souchet ou votre sésame, par exemple à Abidjan, il est plus facile donc de financer les jeunes Nigériens installés à Abidjan pour distribuer le sésame, plutôt que donc de vouloir rester ici dans un bureau et essayer donc de faire l'impossible. Donc aujourd'hui, et les Chinois, et les Turcs, et les Libanais, c'est des vieilles pratiques chez eux. Quand vous voyez par exemple, c'est très simple, la prolifération des restaurants chinois en Europe, pensez-vous que c'est vraiment un jeune ouvrier chinois qui n'arrive même pas à... Il est au sein d'un réseau... Qui peut aller en France ou ouvrir un restaurant, c'est pas facile. Quelque part, il y a un système derrière. Et même ceux que nous avons ici, qui viennent s'installer en 2 jours, le 3e jour, il y a des conteneurs qui viennent. Alors ça, nous avons eu la preuve avec les Libanais qui nous ont vu, avec Lini par exemple, qui nous dit, bon, vous savez, nous les Libanais, on est nés dans le commerce. Nous sommes en lien avec plusieurs autres Libanais. Ce sont des systèmes très organisés qui sont adossés à des industries. Des industries qui sont bien au Liban, peut-être à Côte d'Ivoire, au Brésil. Donc c'est des systèmes, c'est des réseaux. Et vous êtes au bout de la chaîne. On vous remet les produits, vous vendez, vous gardez votre petit bénéfice, vous rapatriez les fonds et ça marche. Donc, votre système étatique aussi peut vous financer. Mais justement, parlant du système étatique, est-ce qu'aujourd'hui au Niger, on a une politique nationale qui va dans ce sens, qui va dans le sens de promouvoir, bon, je sais qu'on parle de la promotion de l'investissement de manière générale, mais est-ce que de façon ciblée, on fait la promotion de l'investissement dans le secteur de la grande distribution par exemple? Je ne pense pas que peut-être que l'attention des pouvoirs publics soit encore attirée par ce secteur. Ce qui est sûr, les gens sont en train de mettre en place peut-être un cadre de promotion du commerce assez vaste qui pourrait permettre donc aux différents sous-secteurs de se promouvoir dedans. Mais une politique plus ciblée vers la distribution, je ne sais pas, étant donné qu'il n'y a pas des acteurs nationaux qui se soient peut-être prononcés pour pouvoir occuper le créneau avec peut-être des projets plus novateurs. Alors, justement, mais ce qui est sûr, nous avons des grands importateurs aujourd'hui
qui ont des très grands magasins de distribution qui n'ont rien à envier à qui que ce soit venu de l'extérieur. On peut citer des noms, Ouro Niusa, c'est un grand distributeur. Peut-être que ce qu'il faut prendre, c'est peut-être que là, il n'y a pas d'innovation dans le monde. Mais justement, nous n'avons pas été dans le reportage, et nous n'avons pas été chez Ouro Niusa pour une raison toute simple, hein, parce qu'on a estimé qu'il ne répond pas aux critères de modernité auxquels on s'intéresse dans la grande distribution. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais quand même, la taille de son commerce est énorme. Hein, mais je pense qu'en termes d'organisation, en termes de mise à l'échelle des services et des activités qu'il peut avoir dans un supermarché, dans une grande distribution, ça manque encore. Vous savez, ce qui fait la grande distribution, l'efficacité, c'est l'assortiment de produits qu'on a. Vous avez du riz, vous avez la tomate, vous avez l'huile, vous avez les aliments. En fait, c'est un assortiment intégré. Donc, en matière d'alimentation, je pense que là, nos opérateurs sont assez compétitifs, puisque ces produits-là répondent aux besoins donc, de la population. Et la population, vraiment, c'est les couches les plus défavorisées. Certainement, peut-être que, je ne sais pas si Ouro Niusa ne s'intéresse pas peut-être à un certain type de clientèle, mais vous voulez du riz, vous voulez des pâtes élémentaires, vous voulez de la tomate, vous avez de la mayonnaise, etc. Là, ça répond quand même à la oui, effectivement, il y a une clientèle à Ouro Niusa. Maintenant, et pour être grand distributeur, pour être une grande surface, pour être une grande enseigne véritablement, il y a des normes. Il y a des normes, il y a un assortiment en tout cas encore plus élargi qu'on pourrait avoir. Il y a un mode d'organisation qu'il faut avoir. C'est que nous n'avons pas. Sinon, en termes de grande enseigne, on n'a pas de grande enseigne encore ici. Nous n'avons pas Carrefour, nous n'avons pas Auchan, nous n'avons pas Walmart, etc. Et quand vous arrivez, peut-être vous allez à Marina, à la limite, c'est des grandes épiceries, tout simplement. Parce que là, les grandes surfaces, vous les voyez en Europe, vous avez des habits, vous avez des bricolages, vous avez des produits de beauté, vous avez de l'alimentation, vous avez des produits de sport, etc. Et toutes choses que nous n'avons pas. On va faire une petite pause et on va regarder le deuxième élément du reportage qui nous parle d'autres aspects encore de ce secteur-là. Donc nous reviendrons dans quelques instants. Une autre question, non moins importante, est aussi celle de savoir comment fonctionne réellement la filière du commerce moderne à Niamey. Qu'il soit hypermarché, mini-market ou showroom d'électroménager ou technologie informatique, les enseignes du commerce moderne sont également pourvoyeurs d'emplois. Le nombre de personnes qui y travaillent peut passer d'une petite dizaine à plus de 100. Toutefois, la plupart des travailleurs, notamment au niveau des rayons et de la caisse, sont peu qualifiés. Aussi inattendu que cela puisse paraître, il existe différents types de métiers au niveau des enseignes du commerce moderne. Oui, il y a la boîte informatique, il y a le service comptabilité, il y a la boucherie, il y a la pâtisserie, il y a les rayonneurs en tant que tels, il y a la vente en gros, qui sont subdivisés en différentes parties aussi, au niveau de la vente en gros. On voit des gens qui sont aussi dans les rayons qui circulent et on les appelle comment? Ça, c'est les rayonneurs, ceux qui sont dans les rayons. Il y a la caisse. Ça, c'est les emballeurs. Les emballeurs. Oui. Donc, ils font aussi un travail de caissier, c'est oui, ça? Oui, ils font un travail de caissier, oui. Alors, je vois dans le travail, il y a plusieurs types de travail, de tâches. Il y a des gens à la caisse, il y a des rayons. Alors, vous pouvez nous dire tous les métiers qu'il y a dans les supermarchés? Bon, dans les supermarchés, il y a les caisses, et il y a les employés qui s'occupent des clients, les employés qui font le nettoyage, les bouchers qui sont derrière. Et nous sommes là pour... on passe des commandes, on vérifie tout. Et voilà. Il y a également dans ces enseignes une répartition de tâches qui obéit de manière apparente à une logique plus ou moins sexiste. Le métier de la caisse semble être exclusivement dévolu aux femmes et celui des rayonneurs dévolu aux hommes. Vous êtes au regard depuis combien de temps? 2 ans maintenant. 2 ans. Oui. Il y a combien de personnes qui travaillent au regard? Donc on est 14 ici. Vous êtes 14. Et 14, vous pouvez me dire les différents métiers qu'il y a. Alors vous êtes caissière, les autres ils font quoi? Des vendeurs. Tous sont des vendeurs? Oui, il y a 2 caissières et les autres c'est des vendeurs. Donc 2 caissières et 12 vendeurs? Oui. Qui assistent aussi la clientèle? Oui. Ok. En tant que femme, il y a d'autres clients, quand ils viennent, on nous respecte. Il y a des gens qui viennent, on ne respecte pas les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais si le client vient, il achète des trucs, les produits,
Il amène, il dit de faire. On fait la caisse. Donc la caisse, c'est enregistreuse. Normalement, si on a déjà enregistré, il n'y a pas de remettre. Mais les clients disent qu'il faut qu'on lève pour remettre les produits. Si je leur dis de ça là, c'est enregistré, c'est pas bon pour qu'on met l'argent. Après, on dit de l'enlever, ça fait des manquants. Tu vois, la personne commence à faire des bruits, des insultes. On fait tout ici, on voit tout ici, mais nous, les clients sont nos rois. On ne peut pas bagarrer avec eux. Je suis caissière à Baclénie. Bon, ça fait pas longtemps que je suis ici. Bientôt 1 an. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. Alors, comment se passe la relation avec la clientèle? Parce qu'à la caisse, il y a tous les clients qui passent. Oui. Bon, ça va. Okay. Ça va. Le fait de rester à la maison sans rien faire, c'est pas bon pour une jeune fille. C'est vrai, je pars à l'école, mais quand même, ça ne m'empêche rien de travailler. Tu pars à l'école le matin? Oui. Et le soir, tu fréquentes l'école? Sodesi. Sodesi. Ok. Tu es en quelle année? Deuxième année. Deuxième année. Ok. Le fait de travailler aussi, ça ne m'empêche rien de réviser mes leçons. Mais ça te permet de payer ton école? Ah oui. Ça va, oui. Et comment ton travail est vu dans ton milieu, auprès de tes amis, de ta famille, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce travail-là? Bon, ça va. Ça va parce que déjà j'ai la permission avec mes parents. Donc, il faut toujours demander la permission avant de venir travailler. Ça va. Et tu encouragerais d'autres filles à faire la même chose? Oui, vraiment. S'agissant des conditions de travail, rémunération, sécurité sociale, assurance maladie, il ne semble pas exister de normes communes à la filière. Les pratiques varient fortement, surtout en fonction de la taille et du degré de structuration de l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans un supermarché, oui. Est-ce qu'il gagne quoi comme salaire? Par exemple, les rayonneurs, par exemple. Le salaire, ça varie de quoi? Oui, c'est d'après le SMIC que nous travaillons, le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est d'après ça que nous commençons à donner le salaire. Et au fil du temps, il y a les accessoires du travail qui viennent, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires et ainsi de suite. C'est à travers ça qu'on aura un salaire net pour nos employés. Okay. Et c'est quand quelqu'un commence avec le SMIC? Il dépasse même le SMIC. Il commence à combien par exemple? 40 et quelques. 40 et quelques. Oui, pour un débutant. Okay. Est-ce qu'il a la sécurité sociale? Oui, il a la sécurité sociale parce que c'est sur un contrat de travail que la personne débute. Donc la première des choses, c'est la période d'essai d'abord. Après tout, si la personne a été bonne et qu'elle sera recrutée, elle doit signer directement un contrat de travail qui va lier lui et la société. Oui. Et ce contrat de travail prévoit l'accès à la sécurité sociale. Est-ce que vous avez une assurance maladie? On n'a pas une assurance maladie, mais on a une prise en charge au niveau de la polyclinique Lahia. Au niveau de la polyclinique Lahia, qui est à Wadata, oui. Et c'est à combien %? Vraiment, j'ai jamais été. Mais il y a des gens qui partent parce qu'on a un carnet. Toute personne qui est malade ira là-bas pour faire les consultations. Okay. Mais vraiment, j'ai jamais été là-bas. Et tout le monde, c'est tous les travailleurs qui ont c'est droit à ça? tous les travailleurs. Même les emballeurs? Tout le monde, tout le personnel. Okay. Tout le personnel. Et Omar, vous êtes à Marina, ça fait combien de temps? Depuis 2005. Depuis 2005. J'ai débuté avec eux. Oui. Vous avez débuté à quelle échelle, à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes responsable du magasin. Oui. Vous avez commencé comment? J'ai commencé en tant que rayonneur ici. Oui. En tant que rayonneur? Oui. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes le patron des rayonneurs? Aujourd'hui, oui. Donc vous gérez combien de personnes aujourd'hui? On a 2 personnes dans les rayons ici. Ça fait 2 x 9, 18. Plus derrière la caisse, on a à peu près 5 personnes. Ça fait 23. Vous gérez 23 personnes? 23, oui. Avant de travailler ici, est-ce que vous avez déjà l'expérience? Oui, j'ai déjà, parce que j'ai fait une autre market et alimentation, Mali Bureau, avec des ébons, avec Bernabi. Ok. Et vous avez été formé pour ça? Oui. C'était quoi votre formation? Non, c'est là-bas qu'on m'a formé, chez Bernabi. Oui, c'est là-bas que j'ai appris à prendre la caisse. Et aujourd'hui, ça va vous? Alhamdulillah, ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes recruté sur la base d'un contrat de travail? Est-ce que vous avez un contrat de travail? Contrat.
On n'a pas parlé sur ça. Vous n'avez pas parlé de ça? Non. Ok. Vous êtes, c'est juste comme ça, vous êtes entendu avec le patron? Le patron, oui, on travaille. Ok. Eh bien, notre patron est très sérieux, il est gentil. C'est un vrai patron. Ok. Oui. Et il vous paye comment? Chaque fin de mois? Oui, tout le monde est oui, payé? oui, chaque fin du mois. Et je peux savoir les salaires, ça varie? Donc, moi, c'est pour moi que je connais, je ne connais pas pour les autres. Donc, les salaires, c'est une question à savoir autour de ça. Je ne dis pas de dire exactement votre salaire, mais environ combien ça peut Donc, ça dépend, jusqu'à 90 000, 100 000, ça va aller. Ok. Oui. Ça dépend de l'endroit où tu travailles. Et ce que le patron, le régal paye, c'est pas ce que l'alimentation, le mini market Marina paye. Mais est-ce que vous avez droit à la caisse de la sécurité sociale, par exemple? Sécurité sociale, oui, parce que si tu as des problèmes entre vous, avec le patron, vous entendre entre vous. Moi, je veux dire, quand vous êtes malade, Oui, il prend la charge, parce que si tu es malade, c'est lui qui va acheter les médicaments, il te suit jusqu'à ce que tu guéris. Vous avez 6 personnes qui travaillent avec vous, des Nigériens. Aujourd'hui, c'est quoi les salaires qui sont offerts? C'est quoi la moyenne? Ce moyen nous que offrir c'est la 50 000 minimum. 50 000 minimum. 50 000 minimum. Que Et puis ça nous que prend la toute la charge comme CNSS, ETS, notre société qui prend ça toute la charge apparemment. Ça c'est la minimum que nous a offert ça. Et comment vous recrutez? Quels sont les critères pour recruter quelqu'un ici dans votre showroom? Pour faire le recrutement des salariés, comment vous faites? Le recrutement, premièrement, nous avons engagé la 7e société, nous avons demandé. Et puis les noyés, l'employé. Après, maintenant, nous qui regardons, est-ce que là, avec le temps, nous-mêmes qui regardons les gens direct, ça pas avec la société, qui passe avec les autres sociétés ou bien. Même c'est là directement, oui. Vous avez fait appel à une société qui a cherché des employés pour... Oui, c'est ça que là, des fois, nous qui demandons la 7e société qui cherche l'emploi. C'est ça que nous qui demandons son service. Nous qui demandons son service. Est-ce que vos employés ont l'assurance maladie? L'assurance, oui. Ils ont l'assurance. Quand ils sont malades, ils peuvent avoir l'assurance maladie? Non. Non. Non, pour le moment, non. Comment vous faites quand quelqu'un est malade? Normalement, c'est notre société elle-même qui aide ça personnellement, quand il y en a quelqu'un malade. Alors, M. Zada, un point quand même assez important qui ressort de l'élément de reportage que nous venons de suivre. Alors, on voit quand même les supermarchés, les mini-markets et même les hypermarchés sont pourvoyeurs d'emplois, ils créent de l'emploi, mais quand on discute avec ceux qui y travaillent, on a l'impression que c'est des gens qui sont très peu qualifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux emplois qu'on a dans ces milieux-là, est-ce que ça répond aux normes, aux standards internationaux, par exemple, d'une enseigne? Les grandes enseignes n'ont jamais été des entreprises qui prennent des emplois qualifiés. C'est de la vente, être chef de rayon ne demande pas d'autres grandes compétences. Aujourd'hui, le produit tel qu'il est lui-même suffit à se faire vendre sans l'assistance de qui que ce soit. Vous avez une étiquette, toutes les informations que vous voulez sur le produit, sa composition, son poids, son prix. Vous y allez tout seul avec l'étiquette. Ça vous plaît, vous l'ajoutez à votre panier. Ça ne vous plaît pas, il y a peut-être un autre à côté, similaire. Et donc le chef de rayon, son travail, c'est tout simplement, c'est quand les gens demandent est-ce qu'il y a telle chose, oui, madame, regardez de l'autre côté. Aidez-moi à ça ou à ça, surveiller le rayonnage. Les produits qui sont en rupture de stock, disons en rupture des rayons, on réapprovisionne. Donc ça ne demande pas des emplois tellement qualifiés. Et partout ailleurs, c'est des emplois sur peut-être quelques, comme on dit, c'est des CD, des contrats déterminés, c'est des étudiants, donc c'est la nature du métier qui est comme ça. Qui n'appelle pas. Aujourd'hui, nos lauréats des écoles de commerce ou d'autres types de profils ne vont pas être intéressés par ce type de métier, parce que bon, si c'est la nature du métier qui fait qu'il ne faut pas avoir une qualification pour l'exercer, ça veut dire quand même qu'on le laisse à la merci de monsieur tout le monde, quoi.
Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le secteur. Ailleurs, les choses évoluent. Ailleurs, peut-être aujourd'hui, le développement du commerce, le développement des techniques de vente fait que peut-être qu'un jour, on se passera même des vendeurs. Aujourd'hui, il y a des distributeurs automatiques. Vous pouvez venir prendre votre tablette de chocolat, mettre votre carte. Et puis, le distributeur vous sert. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, on cherche à se séparer des amis. Voilà, ce qui est étonnant, parce que quand il y a une concurrence quand même de plus en plus forte, bon, c'est vrai que vendre dans un rayon, guider la clientèle, ça c'est vrai que ça ne demande pas beaucoup d'expertise. Mais là où il y a vraiment une grande offensive entre les enseignes, on a besoin quand même des stratèges, des gens qui travaillent sur le prix, qui optimisent la chaîne d'approvisionnement, qui essaient d'optimiser la gestion financière. Bon. C'est vrai que quand nous sommes partis, nous n'avons pas vu ces types de personnes. On nous dit oui, ils existent, on a des services comptabilité, et ainsi de suite. Par contre, là, je pense qu'on a besoin de gens super calés, qui sont bien formés. Je suis d'accord avec toi. Donc, installer une grande enseigne, ça demande donc des aptitudes, de haute qualification en chaîne des approvisionnements. C'est sûr que coordonner l'arrivée ou l'achat et le transport, l'arrivée et même l'achalandage de plusieurs produits venant de divers horizons du monde, ça demande des compétences. Et aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de l'information, c'est ça qui fait que donc, les entreprises seront plus compétitives les unes sur les autres par rapport aux autres, en fonction donc, de l'intégration de ces technologies-là dans la chaîne logistique. C'est certain. Donc, commander un conteneur de tel produit en Chine, un autre de l'Inde, un autre pouvoir être compétitif sur le marché, pouvoir et éviter les ruptures de stock. Donc c'est un casse-tête pour les grandes surfaces et elles s'en acquittent vraiment de manière très honorable eu égard donc au développement de la... Alors ça, c'est peut-être le manquant de notre reportage, parce qu'effectivement, quand notre équipe était sur le terrain, nous n'avons pas pu avoir accès au back-office de ces supermarchés-là. Bon, certains nous ont parlé, oui, nous avons un service informatique, nous avons des comptables. Bon, nous n'avons pas pu les voir, nous nous sommes arrêtés au rayon. Mais bon, ce que je pense que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que oui, ce que vous dites, les métiers des rayons et autres n'ont pas besoin de grandes qualifications. Par contre, dans le back-office, là où il y a vraiment l'administration, de la vente, l'administration, de la gestion de la logistique, là, il faut des compétences importantes, c'est ça? Voilà. Alors, j'aimerais quand même aussi avoir votre point de vue sur un autre aspect, ce sont les conditions du travail. Nous avons vu dans les... Bon, ça varie, ailleurs on nous dit, bon, nous ne savons pas ce que veut dire un contrat de travail, nous travaillons avec notre patron qui nous paye. On nous dit aussi souvent, bon, écoutez, quand on est malade, c'est le patron qui prend en charge. Tout cela, vous, ça vous dit quoi exactement? Je pense que là, la question interpelle directement donc, les services publics concernés. Et il faut voir ce qui se passe dans le secteur. Et certaines réponses de la part donc, de ces agents-là, donc ça pose la question de savoir est-ce que les services de la main-d'œuvre sont au courant donc, de ces pratiques-là. Et il n'est pas normal que chaque patron traite le sujet à sa façon. Il y a des conditions de travail, il y a en tout cas, des pratiques que l'administration a agréées. Il faut que tout le monde s'y conforme. C'est très difficile donc, dans ce secteur-là parce que donc, on prend les gens sans qualification qui ne demandent qu'à être pris. Qui ne demandent pas grand-chose que d'être... Qui ne sont pas exigeants, effectivement. Mais malheureusement, on ne peut pas laisser donc des travaux dans en tout cas, même la CNSS, quand nous posons la question, il n'est pas sûr, d'après les réponses que nous avons, que les gens ont la CNSS, par exemple. Bon, il y en a qui ne comprennent pas la CNSS. Une caissière nous disait, quand on lui a parlé de CNSS, elle pensait de problème. Quand il y a un problème avec l'emploi, avec le patron, on essaie de résoudre. Bon, c'est complètement différent de ce que nous attendons comme réponse. Et maintenant, est-ce que, bon, aujourd'hui, il y a un vrai regard de l'administration, comme vous dites, y compris même, par exemple, de l'ANPE, et je ne sais pas comment se fait le processus de recrutement. Bon, on a vu quand même des enseignes comme LG qui disaient que bon, nous, quand on s'est implanté, on avait recruté une société de travail temporaire, je pense, qui a cherché des emplois pour eux.
et qu'aujourd'hui, bon, ils ont un salaire minimum de 50 000 pour tout le monde. Ça aussi, je ne sais pas c'est basé sur quoi exactement. Donc les pratiques diffèrent, mais il y a d'autres aspects toujours importants qu'il faut quand même souligner. C'est qu'on a vu aussi la répartition des tâches. Je ne sais pas quelle analyse vous pouvez avoir sur ça. Les caisses, partout où nous avons été, ce sont des femmes. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Et un peu partout dans le monde, ça. Parce que, en fait, partout, presque partout, en tout cas à la caisse, c'est les femmes que vous trouvez. Peut-être que les gens ont un peu plus confiance aux femmes. Peut-être que ça encourage la vente, je ne sais pas. C'est peut-être marketing, effectivement. Mais ce n'est pas qu'ici, ce n'est pas un phénomène observable seulement au Niger. Partout ailleurs, dans les grandes surfaces, c'est des femmes que vous avez. Oui. Mais sauf que bon, ailleurs, on trouve dans certaines aussi, on trouve dans les rayons un peu partout, bon, un mélange. Mais ici, quand même, on a vu exclusivement, hein, partout où nous sommes passés, la caisse, ce sont des femmes. Bon, donc, les rayons, les hommes. Je ne vais pas d'explication à ça, mais je pense que, bon, c'est en tout cas, c'est l'effet marketing, certainement. Qu'on va mieux avec ces femmes. Peut-être pas. En faisant le tour des enseignes, une chose est également frappante. C'est la quasi-inexistence de produits nationaux sur les étagères des hypermarchés. Seuls quelques produits laitiers et des jus locaux sont visibles. Vous savez, avant, on prenait des produits nigériens ici. Mais maintenant, il faut des indices qui précisent réellement si le produit est de la bonne qualité. Et les étiquettes aussi font partie des produits que nous prenons ici. Parce que si un Nigérien a proposé un produit pour que nous installons ici, il va falloir qu'il mette son étiquette, son étiquette, il faut qu'il mentionne son numéro et il faut qu'il mentionne aussi qu'on lui a permis de vendre ce produit dans ce pays. Par exemple, on a des sirops locaux là-bas. Il y a l'étiquette qui a été bel et bien faite avec le numéro de la personne et tout. Là, s'il a envoyé, nous on va prendre parce qu'on n'aura aucun problème avec la police sanitaire. Oui. Et la police sanitaire vient regarder? De temps en temps, ils viendront faire un tour pour voir si réellement il y a des produits qui sont mal exposés ou bien il y a des produits qui sont interdits de vendre. Oui, ils font des tours pour voir. Oui. Et alors, les produits que vous avez, vous en général? Moi, je sais que notre patron prend Dubaï. Donc, c'est lui-même qui part pour amener. Tous les autres, je vois, c'est les gens qui amènent. Donc, je ne sais pas là où on sort avec. Et il y a des produits qui sont des produits nigériens ici? Oui, parce qu'on a des jus qu'on amène naturels ici. Il y a un gars qui fait ça, vers Boudel. C'est lui qui nous amène ça. C'est seulement les jus ou bien? Ah, c'est les jus seulement qui nous amène. Les tamarins, jus gingembre, c'est ça. Et les bissap. Et les bissap? Oui. Okay. Pourquoi selon vous, il n'y a pas beaucoup de produits nigériens dans ces supermarchés? Ça, c'est la faute des Nigériens. La faute des Nigériens. Ah oui, pourquoi eux ne font pas leurs produits pour amener? S'ils veulent laisser quelqu'un va amener, c'est eux qui, normalement qui vont amener. Donc ils n'amènent pas, comment on va faire avec eux? Alors, M. Zada, dans l'élément du reportage que nous venons de voir, il y a quand même un aspect très édifiant qui sort de différents témoignages. C'est l'inexistence de nos produits nationaux sur les étagères des supermarchés. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 2014, pourrait expliquer cette situation-là? C'est des choix qui se préparent longtemps à l'avance. Si vous voulez qu'il y ait des pâtes alimentaires nigériennes sur les rayons, dans 5 ans, il faut peut-être le préparer dès maintenant. Donc il aurait fallu avoir une politique industrielle il y a 20 ans. Oui, il faut de la prospective. Il faut qu'on se dise, aujourd'hui, en 2014, nous importons par exemple 11 millions de tonnes de pâtes alimentaires. Dans 5 ans, ça sera peut-être 20 millions. Oui. Dans 10 ans, peut-être beaucoup plus. En tout cas, nous devenons un marché de plus en plus important, voilà. Ne serait-ce que lorsqu'on prend la démographie, par exemple. Alors, quels sont les appels objectifs donc, de cette demande-là qui va en augmentant? Qu'est-ce que cela demande de la part donc, des politiques publiques et des acteurs nationaux? Et dire comment, quelle part de marché pourrions-nous prendre pour peu qu'on ait de l'ambition? Quel type de
concertation on pourrait lancer avec les acteurs. Comment améliorer le dispositif du financement, d'accompagnement, pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, que les acteurs nationaux puissent donc, en tout cas, apporter leur contribution donc, à la satisfaction de cette demande. Mais bon, il y a la question de la politique publique, de la politique industrielle nationale, mais il y a aussi un autre élément de cette question qui est important. Aujourd'hui, au Niger, il y a de plus en plus de gens qui sont riches. Nous avons des très riches commerçants. La grande question serait que pourquoi les Nigériens, on se cramponne à l'import-export et non à l'industrie, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le secteur industriel, y compris de la part de nos commerçants. Pourquoi ils n'arrivent pas à se transformer en industriel, par exemple? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'information d'abord. Les gens, ils cherchent de l'argent. Si on leur dit que dans tel secteur, il y a de l'argent et que donc il y a un dispositif pour vous accompagner qui diminue les risques, pourquoi les gens n'irait-ils pas? Donc c'est une question donc, de sensibiliser et d'animer les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à investir, ils ne savent pas. Et donc finalement, le réflexe le plus simple, c'est d'acheter les terrains, revendre et spéculer sans valeur ajoutée à l'économie. Donc c'est toute une question donc, de politique publique, encore une fois. Ceux qui gagnent aujourd'hui dans l'exportation, c'est parce qu'ils ont pris les risques il y a 20 ans pour pouvoir animer les opérateurs, les intéresser, les pousser à investir, les pousser à prendre des risques, les accompagner pour qu'ils soient compétitifs. Effectivement, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, même autour de nous, qui ont des politiques d'exportation. Parce que bon, il y a une politique de production, puis bon, une politique d'exportation qui cible certains pays. Je sais que le Niger fait partie de la cible d'un certain nombre de pays, surtout maghrébins, en matière d'exportation. Par exemple, une fois j'ai écouté quelqu'un, un maghrébin, qui dit, bon, nous, le Niger nous intéresse pour les produits alimentaires, par exemple. Parce que nous importons tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés, franchement, d'importer des concentrés de tomates ou de la mayonnaise ou quelques jus. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire localement pourvu que... Mais comment? Mais comment, c'est le schéma que nous avons tracé tout à l'heure. Il faut sensibiliser, il faut animer, il faut faire les accompagnements nécessaires. Il faut faire la prospective. Je vous donne une réponse quand même que m'a donné un commerçant il n'y a pas longtemps. Je posais très précisément cette question, je pense que c'était à M. Thiambiano, qui était le secrétaire général du syndicat des commerçants. Je lui dis, mais M. Thiambiano, pourquoi vous, en tant que commerçant qui gagne de l'argent, vous ne devenez pas industriel pour participer à la création de la richesse? Il dit, mais bon, nous le voulons bien, mais sauf que nous, aujourd'hui en étant commerçants, nous savons que nos marges sont sécurisées. J'importe, j'amène, je distribue et je gagne une marge à 100%. Dans l'industrie, il y a beaucoup de risques que je ne maîtrise pas. Alors, est-ce que ce travail de protection de l'investisseur industriel est réellement fait aujourd'hui dans notre pays? Je ne sais pas si encore il y a donc, un dispositif national pour accompagner l'investissement en matière donc, de prise en charge des risques. Il doit y avoir des mécanismes, mais est-ce que les gens sont au courant de ces mécanismes-là? Parce que c'est vrai ce que M. Chegou a dit, c'est vrai. Donc, on a besoin de sécuriser son argent, son investissement. Mais quelque part aussi, dans les dispositifs nationaux, cela existe. Le risque d'investissement, il est réel et il y a des maisons d'assurance pour les prendre en charge. Mais est-ce que donc ces dispositifs-là fonctionnent? Là est toute la question. Oui. En tout cas, M. Zada, merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que les politiques publiques vont suivre dans cette dynamique et qu'il y aurait peut-être de plus en plus de volonté pour faire booster l'industrie nationale. Dans cette partie du décryptage du secteur de la grande distribution en Afrique et dans le monde, nous allons voir différentes analyses faites par les acteurs mondiaux qui s'intéressent à cette filière. Tout d'abord, le journal Jeune Afrique, qui en 2013 analyse une avancée de la grande distribution en Afrique sous le titre « La fièvre de la grande distribution s'empare de l'Afrique ». Le journal annonce 129 projets de réalisation d'enseignes ou de centres commerciaux ont été recensés un peu partout dans les grandes villes africaines. Bien sûr, tous les projets ne réussissent pas parce qu'il y a essentiellement des contraintes liées à la logistique, liées au coût de foncier, mais aussi liées
à certains environnements qui sont hostiles au développement de ce type d'investissement. Maintenant, quels sont les facteurs favorables à l'émergence de la grande distribution en Afrique? Une analyse du FMI, du cabinet McKinsey et de la Banque mondiale postule d'abord sur la démographie. La population africaine, qui est de 875 millions de personnes en 2011, va passer au double à l'horizon 2050. Cette poussée démographique serait un des facteurs clés qui va favoriser l'émergence d'un grand marché pour la grande distribution en Afrique. La classe moyenne également, qui aujourd'hui représente environ 65 millions de personnes en Afrique, dispose d'un revenu annuel supérieur à 3 000 $ selon le FMI, et ce chiffre passera à 100 millions de personnes en 2015 et 240 millions de personnes en 2040, ce qui fera l'émergence d'une classe moyenne assez importante qui peut consommer et qui peut aussi générer un dispositif important pour la grande distribution. Troisième élément, c'est le développement de l'urbanisme. Aujourd'hui, 40% de la population africaine est urbaine. Le cap de 50% sera dépassé d'ici 2030, toujours selon le FMI. McKinsey explique encore que 84% des Africains sont optimistes quant à l'avenir du continent. À cela s'ajoute une croissance économique assez forte et régulière qui s'est stabilisée autour de 4,9% ces 10 dernières années et qui pourrait aussi se pérenniser selon la Banque mondiale. À terme, en 2020, le marché de la grande distribution pourrait générer un chiffre d'affaires global en Afrique de l'ordre de 400 milliards de dollars. Le cabinet Performance aussi, qui analyse le comportement du marché de la grande distribution en Afrique et dans le monde, estime qu'en 2008, la grande distribution représentait 6,6% du produit intérieur brut mondial. Et 250 acteurs de la grande distribution réalisent à eux seuls un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. La grande distribution emploie, toujours dans la même période 2008, environ 2% de la population active au plan mondial. RSE. Alors la vision de la RSE d'Orange, elle s'appuie en fait sur une vision et une stratégie où Orange veut être un opérateur engagé qui permet l'accès au numérique pour tous. Et donc ça, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement enthousiasmant parce que nous sommes vraiment dans la lutte contre les fractures numériques, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles puissent éventuellement, par exemple, couvrir le handicap, mais c'est aussi, cette lutte contre les fractures numériques, c'est offrir des infrastructures, des produits, des services qui permettront, dans les différents pays où nous sommes implantés, aux populations, aux entreprises, aux autorités publiques, de pouvoir en fait accéder au monde numérique et être partie prenante en fait de cette évolution mondiale. Et enfin, c'est également donner beaucoup plus de visibilité sur ce qu'il est possible de réaliser, d'apporter un certain nombre de solutions, d'ouvrir nos plateformes à des jeunes entrepreneurs, parce que nous sommes absolument convaincus qu'il est vraiment important d'être dans les pays et d'accompagner le développement des territoires en permettant le développement d'entrepreneuriat local qui à la fois va pousser et aider en fait, le développement économique, mais aussi aider l'emploi, puisque si l'entreprise marche bien, eh bien, elle a besoin de femmes et d'hommes pour aller au bout de son projet et le développer. Et ça, on y est vraiment très attaché. Enfin, je pense que ça, c'est aussi une préoccupation très importante, c'est être attentif à l'environnement, quelle est notre empreinte environnementale, comment aussi les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, peuvent aider des entreprises, nos clients, à devenir plus précautionneux, plus frugaux dans leur consommation énergétique et trouver des solutions qui permettront d'avoir moins d'impact environnemental pour la planète et pour le futur et les générations futures.
Alors notre approche sur l'investissement consacré à la RSE n'est pas de dédier un budget spécifique à la RSE. Bien évidemment, ma direction dispose d'un budget, mais notre approche de la RSE, comme je l'ai dit, elle appartient, elle est incluse dans la stratégie du groupe. En fait, c'est pour nous une manière différente de faire du business. Donc je continue avec tous les métiers, toutes nos activités, à discuter et à avoir des budgets qui s'élaborent et qui sont du point de vue opérationnel, portés dans les budgets opérationnels, mais avec une attitude et des réflexes de responsabilité, de prise en considération donc des demandes de nos parties prenantes et comment est-ce qu'on les délivre. Donc c'est une façon autre et différente de faire du business, c'est donc inclus, ça fait partie intégrante de nos budgets dans l'ensemble des budgets opérationnels du groupe. Il y a certains budgets où éventuellement la direction RSE groupe va initialiser des recherches, des études, des initiatives particulières sur lesquelles, parce que ça fait partie de notre responsabilité, parce que nous pouvons être en anticipation, nous allons aider et mettre en fait de l'argent au départ pour une certaine idée ou pour une certaine étude, mais par contre ensuite ça fait partie des budgets. Donc il n'y a pas d'identification spécifique d'un budget sur la RSE. Nous sommes absolument convaincus que c'est une autre façon de penser le business, une autre façon de faire le business, et que ça, ceci, c'est source de différenciation, mais aussi d'innovation. Alors, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'ensemble du monde et des pays où nous sommes implantés en matière de RSE, je l'ai dit, ma direction anime un réseau de correspondants RSE. Comme nous publions tous les ans un rapport RSE, ça nous permet à la fois de remonter des indicateurs qui sont obligatoires et sur lesquels nous devons rendre compte, mais globalement, les pays nous font des remontées sur ce qu'ils réalisent sur place. Nous rencontrons au niveau des responsables et des correspondants RSE au moins une fois par an sur l'ensemble du monde. Il peut y avoir également au cours d'une année un autre séminaire qui peut être plutôt régional, par exemple sur le continent africain ou par exemple en Europe. Et nous nous benchmarkons et nous partageons en fait les bonnes pratiques. Et typiquement aujourd'hui nous sommes ici à Niamey pour l'inauguration du CIPMEN qui est un incubateur. Nous avons capitalisé sur la bonne expérience et la réussite de ce qui s'était passé à Dakar avec le CETIC pour pouvoir apporter un soutien ici avec une expertise et des savoir-faire et donc apprendre ce qui s'est passé ailleurs, pour pouvoir le lancer et le faire au service en fait, du développement du Niger et des entrepreneurs nigériens. Et nous avons donc apporté ce savoir-faire. Et ensuite, en fonction des sujets, nous nous inspirons de bonnes pratiques, de réussite de certaines de nos équipes dans les pays où nous sommes implantés. Business Challenge, c'est votre rendez-vous avec Seydou Souley, votre rendez-vous au cœur de l'information économique et de la vie des entreprises au Niger et dans le monde.